direct du stand Renault au Mondial de l'Auto. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et nous sommes bien avec vous et en direct de ce stand Renault qui nous accueille. Alors ça y est, on commence à avoir une carte de fidélité avec Renault. Exactement. Rétromobile, on est accueillis tout le temps très bien. Voilà, on est bien accueilli par Arnaud Belloni, qui est le directeur marketing monde de Renault. Il n'est pas tout seul d'ailleurs, il y a Thomas Dubruel qui arrive un petit peu en avance, qui est le directeur commercial de Dacia France. Bonjour messieurs, vous allez être avec nous donc cette première de Dacia France. Bonjour. On va essayer de nous donner quelque chose que vous n'avez encore jamais entendu ailleurs, mais on ne parlera pas que de ça dans cette émission. On parlera périphérique juste après. On parlera éthanol également parce que ça peut permettre éventuellement de diminuer les malus. On parlera malus en fin d'émission d'ailleurs, puisqu'il y a une grosse actualité. Est-ce que les malus vont rester ou pas rester? Enfin, l'augmentation des malus va rester ou pas? On va parler pneus, évidemment, puisqu'on est la seule émission qui parle d'auto et qui parle de pneus. Et on parlera de la R5 d'époque pour les pneumatiques. Qui n'a pas laissé de traces. La R5 d'époque, on parlera Citroën, puisque on a décidé de vous faire découvrir une grande partie de ce salon. Mais pour commencer, monsieur Arnaud Belloni, étant donné qu'on est sur votre stand, on va lui donner la parole juste après. Vous avoir précisé, vous qui êtes avec nous sur Sud Radio, que vous avez, comme d'habitude pour cette émission, rendez-vous avec nous sur la page Facebook de Sud Radio. Vous pourrez aussi réagir, poser vos questions, appeler au 0826 300 300 si vous voulez également passer sur ce créneau-là, ou nous écrire je participe @sudradio.fr. Arnaud Belloni, rebonjour. Bonjour. Oui, Arnaud, alors c'est moi qui vais le dire parce que vous aurez sans doute la modestie de ne pas le dire, mais on peut dire que ce mondial de l'auto édition 2024, il existe un peu grâce à Renault. Il y a 2 ans, le salon était franchement en danger et on a décidé de jouer la carte du salon à fond. On a depuis été présent dans tous les salons où Renault pouvait l'être en Europe, et on a annoncé très tôt qu'on serait présent sur le salon de Paris. Forcément, on a entraîné nos petits copains, mais ils ont raison de venir, et on a eu raison de venir. Je vais vous donner vous avez dit très tôt, on sera là avec les 5 marques du groupe, donc ça a entraîné en fait d'autres constructeurs qui n'avaient peut-être pas l'idée de venir au mondial cette année. Oui, mais ils sont venus aussi parce que ils ont vu le succès que ça a été pour Renault il y a 2 ans et le succès que ça a été pour Renault à Genève. Les victoires par KO n'ont aucun intérêt. On préfère être face à nos concurrents, l'émulation est bien meilleure, plutôt que d'être tout seul. Ça n'a aucun intérêt ni pour les visiteurs ni pour nous. Voilà, et moi je pense surtout aux visiteurs. Vous parlez évidemment de vos concurrents, ce qui est normal. Moi je pense aux visiteurs. Une marque qui n'est pas visible, c'est une marque qui disparaît. Oui. On fera d'ailleurs un petit point à la fin de l'émission avec l'organisateur du salon. Mais nous, depuis le début de la semaine qu'on est sur ce salon, on a vu une affluence, je vais pas dire record, mais il y a quand même beaucoup de monde. Et ce qui, moi, m'a surpris vraiment, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à l'automobile. On le voit là. Alors, vous avez peut-être pas l'image. Il faudrait retourner les caméras, mais il y a déjà beaucoup de monde. Il est que 10h. Le salon est ouvert depuis 1 heure. Il y a déjà beaucoup de monde sur le stand Renault. Ça va être un peu le métro à l'heure de pointe. Et partout, d'ailleurs. Là, le parc des expos va accueillir l'équivalent de 6 stades de France. 6 stades de France. Quel groupe fait 6 stades de France? 6,5 exactement. 25. Ouais, oui, voilà. Qui fait ça? Personne. Mylène Farmer 3, Coldplay 3. Enfin, c'est considérable. L'amour de la voiture, les gens aiment la voiture. Et c'est la preuve. Renault a le plus grand stand. Combien de mètres carrés là sur ce salon? C'est pas très intéressant pour les gens, mais non, moins que ça, moins de 2000. Ouais, mais ceci dit, pour avoir fait, on l'a fait aussi tous les deux un peu le tour du mondial, on a quand même plus de marques présentes, il y a plus de stands, même s'ils sont un peu plus petits. Mais ce qu'il faut dire aussi, alors c'est pas pour aller dans votre sens, Arnaud, c'est que Renault fait très fort avec ses nouveautés cette année. Oui. Alors on parlera de la 4L qui est la grosse nouveauté. On va garder un peu de suspense. On sait déjà que Laurence l'aime beaucoup. Tout à l'heure, on saura combien elle va vous coûter, parce que Arnaud va nous donner les prix en exclusivité. Il ne le sait pas encore, mais on va le faire parler. Non, mais on va garder. Mais à part la nouvelle 4L, il y a beaucoup d'actu sur le stand Renault. Il y a déjà la R5. La R5, on l'a essayé il y a 15 jours. Moi, j'ai été emballé par la voiture. À conduire, c'est juste une merveille, cette voiture. Donc, comment ça démarre d'ailleurs la commercialisation de l'auto? C'est un énorme succès.
Je pense que dans ma vie de professionnel de l'automobile, j'ai connu ça que 2 ou 3 fois, soyons clairs, en 34 ans. Ah ouais? C'est très impressionnant. D'abord, la voiture, elle est belle. Ensuite, elle est bien faite à l'intérieur. Et surtout, la promesse est tenue. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent la R5 de 1972, il y en a quand même. Autour de la table, tout le monde la connaît autour de la table, je pense. Ils la reconnaissent immédiatement. Les clins d'œil sont des promesses tenues. Et puis pour les gens plus jeunes, qui ne la connaissent pas et qui ne la connaîtront jamais, ils y voient simplement une très jolie bagnole. Et ça, ça marche bien. Et puis, c'est pas qu'une histoire d'esthétique, c'est une histoire de technologie. C'est la vraie première voiture électrique, peut-être avec la Tesla S, qui donne envie d'acheter un véhicule électrique. Et clairement, quand on la conduit, on a une sensation de coller à la route, de réponse immédiate de la voiture, de confort, de précision. Ouais, confort, silence, c'est vrai que c'est une voiture très agréable à conduire. Et puis la techno, elle est. Je vous donne juste un truc simple pour les gens. On a embarqué Canal+ dans l'aventure. Donc vous savez qu'on a un système qui est opéré par Google, ce qui permet 3 bénéfices. Vous pouvez parler à la voiture, vous avez un GPS qui répond en temps réel et vous avez accès à un store. Donc nous avons fait des grands partenariats avec des grands médias, dont Canal+, et maintenant les gens, quand ils sont à l'arrêt, quand vous attendez vos enfants à l'école ou quand vous rechargez votre voiture sur une station, vous pouvez regarder Canal+, vous regardez des matchs de foot, vous regardez des fictions. Enfin, c'est juste incroyable, c'est-à-dire que la voiture, elle est dans son temps. Et c'est ça que les gens aiment. Et les voitures rencontrent le succès quand elles sont dans leur temps. Alors, ce qui fut le cas de la R5 et ce qui fut le cas de la R4. Laurent, le paradoxe, c'est qu'elle est dans les transitions. Oui, le paradoxe, c'est qu'elle est dans son temps, mais c'est un style. On appelle ça néo-rétro. Ça marche la fibre nostalgie pour l'automobile, parce que pendant longtemps on a entendu les designers nous dire faut pas se tourner vers le passé, ça sert à rien, il faut regarder. Où on perd. Ouais. Il a eu du succès. Vous savez, Luca, il a une phrase que j'adore, je lui ai piqué sa phrase parce que c'est pas moi qui l'ai dit. La phrase c'est simple, c'est pourquoi on s'embêterait à faire des voitures que les gens ne veulent pas alors qu'on peut leur faire les voitures qu'ils veulent. Voilà. C'est la définition du bon sens en fait. Tout le monde réclame la Twingo, tout le monde réclame la R4, tout le monde réclame la R5. D'ailleurs, je vais vous dire un truc, j'ai travaillé moi-même 5 ans et demi chez Citroën. Tout le monde réclame le Type H et tout le monde réclame la 2 chevaux. Donc si tu leur donnes la 2 chevaux et le Type H, je peux te dire c'est succès immédiat. On a aussi autre chose, c'est que c'est une voiture qui va servir autant pour partir en week-end que pour la vie de tous les jours. Tu sais qu'en moyenne, on fait 50 km par jour de déplacement. On parle de la R5 là. Je parle de la R5, oui. La R5 qui sort. Alors, dans une version un peu chère au départ, on est aux alentours de 35 000 €, mais il y a des modèles moins chers qui vont arriver plus tard. Oui, c'est une voiture qui va avoir un cycle de vie normal avec une grande batterie, une petite batterie, donc ça détermine un peu le prix. Ensuite, tu as différentes versions. Mais écoute, je pense que le prix, c'est même pas un sujet en réalité là. La voiture, les gens la veulent et ils l'achètent, point barre. C'est la réalité, on a énormément de ventes. Au départ, en fait, historiquement, il y a eu le concept car où tout le monde a flashé en disant ouais, cette voiture est super. Donc Renault a décidé finalement d'industrialiser le concept car. Derrière, vous avez fait une grosse campagne en disant ça sera une voiture électrique à 25 000 €. Ça aussi, ça a contribué. Oui, mais c'est ce qui va être le cas avec la petite batterie là. Alors, c'est vrai, c'est tout à fait juste. Et puis il y a une chose quand même qui est super importante, c'est 100% fabriqué en France. Oui, merci de le dire. Parce que à force, heureusement que je suis là. Je veux dire, il y a un moment. Il y a tellement de choses à dire sur cette voiture qu'on finit par oublier de le dire. Mais ça, c'est hyper important. Elle est fabriquée dans l'usine de Douai. Nos batteries vont être également fabriquées dans le nord de la France. Tous les éléments le moteur est fabriqué en France aussi. Oui, tout à fait. À Cléon, je crois. À Cléon. Et donc on a un véhicule français. Et puis pour les Européens, c'est un véhicule européen. Voilà. Il y a juste les pneus qui sont allemands, je crois. C'est Continental, mais bon. Ça fait quand même une grande part de la voiture. Non, il faut toujours trouver, il y a toujours le journaliste qui va trouver le truc en disant mais attendez, pourquoi pas avoir mis des Michelin. J'avoue que tu me l'apprends. Mais et puis il y a autre chose, c'est que cette voiture c'est une 100% française cocorico, mais c'est surtout que Renault continue d'industrialiser de la France, de donner de l'emploi. Je suis désolée de parler comme ça, je suis pas de la politique, mais on peut le dire les choses en face, c'est-à-dire quand c'est fait et que ça va dans le sens de notre pays,
chapeau bas. Oui, alors il faut le dire, c'est bien de le dire parce qu'on le dit pas assez. Donc toute la gamme électrique de Renault. J'ai pas reçu d'argent, hein, c'est juste mon âme de française et avec tout ce qui se passe en ce moment qui cause. Alors je vous donner quelques chiffres, je pense pour les auditeurs, c'est important, enfin quelques repères plutôt. Donc l'ensemble de la gamme électrique de Renault maintenant est fabriquée en France. C'est-à-dire Renault 5 fabriqué à Douai, et Renault 4 sera fabriqué à Maubeuge, Renault 5 à Douai, Scénic à Douai ou Maubeuge, je me mélange un peu, et tous nos véhicules utilitaires électriques sont aussi fabriqués en France, et Mégane aussi. Donc l'intégralité de la gamme électrique, donc le meilleur de la techno de Renault est actuellement fabriqué en France. C'est important de le dire, je pense. Bon, vous avez misé à fond sur l'électrique. Ça semble, le marché semble ralentir un petit peu. On est dans une phase où on se dit bon. Est-ce qu'on va arriver à remplir les objectifs? C'est quelque chose qui vous inquiète ou pas? Et les normes café pour l'année prochaine? Alors on rappelle que c'est pas parce qu'on est le matin qu'on parle de café. Oui, on en a déjà pris plusieurs. Voilà, c'est les normes européennes. Si vous ne respectez pas, réduction des émissions de CO2. Si les constructeurs ne respectent pas un minimum d'émissions de CO2, vous allez avoir des taxes à payer sur vos voitures vendues et ça peut aller sur des millions d'euros à l'année. Des milliards. Ouais, alors. C'est super technique, je pense, pour le grand public. Mais on peut l'expliquer. Je vais parler plutôt de ce qu'on propose pour le grand public. On a compris assez vite, et je pense que c'était malin, que le grand public ne pourrait pas passer immédiatement à un véhicule 100% électrique. C'est pas si évident que ça, pour plein de raisons. Pour des raisons d'infrastructure. Est-ce qu'il y a des bornes partout? Il y a 4 ans, il n'y en avait pas partout. On en est à 145 000. Non, mais c'est très bien. Il y en a sur toutes les autoroutes. Toute station d'autoroute a une série de bornes, mais même les aires de repos maintenant ont des bornes. Donc, Arnaud, chez McDo, il y en a. Il y en a partout. Les petits Carrefour Market dans le village, il y en a. Enfin, mais vous allez dans les cités, là, ceux qui habitent en appartement, il n'y a pas de borne nulle part. Je suis désolé. Non, donc là, 47 000 bornes en France électriques aujourd'hui contre 11 000 stations essence. Chargé. Plus de temps. En fait. Développer une technologie qui s'appelle e-tech, Electric Technology, qui permet deux choses. Un, le full hybride et le 100% électrique. Le full hybride, c'est le marchepied à la future conduite électrique. Quel est l'avantage d'un véritable hybride, d'un full hybride, pas les mild qui sont un peu des impostures. Le full hybride, c'est que vous avez un moteur électrique, vous avez un moteur essence. Quand vous êtes en ville, vous roulez en électrique. Quand vous êtes sur l'autoroute, vous passez en essence. Et quand vous freinez, vous recréez de l'autonomie électrique. Vous avez des autonomies de fou avec ça. Une Clio fait 900 km. Moi, je conduis un Rafale, qui n'est pas l'avion, je pilote pas un Rafale, je conduis la voiture, et je fais 1100 km avec la voiture. Et je conduis en ville électrique, et jusqu'à 130 km/h, je suis en électrique. Ça, c'est le full hybride. Arnaud, je suis obligé de vous poser la question maintenant. Oui. La R5, parce que la R5, autour de moi, mes amis m'ont tous dit, elle est super, elle est géniale. J'ai un ami qui en a acheté 3 en électrique, mais j'en ai 10 autres qui m'ont dit est-ce qu'ils vont sortir une version hybride un jour, parce que là je suis client. On est d'accord, la plateforme est prévue pour de l'électrique, il n'y a pas de possibilité autre que du 100% électrique. Non, elle sortira pas en elle sortira jamais en hybride, et elle sortira jamais en essence. D'ailleurs, elle n'est pas née pour ça. Et d'ailleurs, nous avons une double gamme. Vous avez vu dans la gamme Renault, nous avons une gamme full hybride et nous avons une gamme 100% électrique. Il y en a pour tout le monde. Les voitures iconiques ne sortiront qu'en 100% électrique. D'accord. Bon, on continue. va faire une pause de réclame. Alors, c'est pas parce qu'on a une R16 des années 70 qu'il faut parler comme à l'ancienne, monsieur Moreau. La fameuse R16 TX. Allez, dans quelques instants, on se retrouve. Vous êtes déjà nombreux à réagir sur la page Facebook de Sud Radio. N'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions. Si vous êtes venu visiter le Mondial de l'Auto, dites-nous ce que vous en pensez. On garde Arnaud avec nous. Et puis, Arnaud Belloni, qui est directeur marketing monde de Renault. Et puis, nous allons aussi avoir Thomas Dubruel, qui est le directeur commercial de Dacia France, et beaucoup d'autres invités. Nous sommes en direct du Mondial de l'Auto avec vous sur le stand Renault qui nous accompagne et qui nous accueille merveilleusement bien.
À tout de suite. Et si vous nous rejoignez juste à l'instant, eh bien nous sommes en direct sur le stand Renault sur ce mondial de l'auto qui est un succès extraordinaire. On fera d'ailleurs un point d'ici la fin de cette émission sur les premiers jours depuis l'ouverture mardi au public. Et je peux vous dire que chaque stand est rempli. C'est le cas également du stand Renault où l'on se retrouve aujourd'hui avec Arnaud Belloni qui est le directeur marketing monde de chez Renault. Et dans quelques instants, nous aurons aussi le bonheur de donner la parole à Thomas Dubruel de chez Dacia. Alors, on va parler de la 4L. On va parler de la 4L qui a séduit. Alors, normalement, c'est la rubrique essai. Donc là, on va demander à Arnaud qui a roulé avec la voiture. Il a roulé avec la voiture, Arnaud. On a un petit souci. Alors, c'est bon, tout va bien. Bon, tout va bien. Arnaud Belloni, alors la 4L. Présentation sur. Vous avez fait monter la sauce quand même, hein, parce qu'on a eu des teasings, on voyait des bouts de la voiture. 4L de était dévoilé. Hein, sur 14. Un chèque. Il faudra nous dire ce qu'il faut mettre comme somme en bas du chèque à la fin de la rubrique. Mais deuxième modèle qui fait appel à notre fibre nostalgique. Pourquoi ? Alors la 4L pour le grand public, hein, la R5 est à 3,92 m, un peu moins de 4 mètres. Donc la 4L est plus grande. Donc 4 vraies places avec un grand coffre, seuil de chargement très bas, très fidèle à l'esprit de la première 4L. On peut s'asseoir comme on faisait avant. Voilà. Quand on ouvrait le coffre, on s'asseyait dedans. Et surtout le toit en toile plein sud qui s'ouvre jusqu'au bout. Et elle vise, c'est une R5 familiale en gros. Ah non, c'est une 4L. C'est une Renault 4. C'est une Renault 4 familiale. Mais en fait, le mot est juste. C'est une voiture plus grande, donc plus familiale. Toujours 100% électrique, de vrais clins d'œil à la voiture originale de 62, la calandre, la vitre de custode, le profil qui est quand même très 4L, les passages de roues, le toit en toile. Même vous savez que les dernières générations de 4L avaient une baguette un peu épaisse de protection. Et là, elles sont redessinées sur la voiture. Énormément. Bon, du jean à l'intérieur. Ça va jusque ce genre de détails et un seuil de chargement très bas qui vous permet de charger de façon très rationnelle le véhicule, et le siège passager avant se rabat vers l'avant. Vous pouvez mettre si vous êtes surfeur, voilà, et si vous êtes normal, vous allez chez Ikea, vous mettez une armoire quoi. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé, au-delà du coup de cœur pour plein de choses, c'est son côté nomade. C'est-à-dire que d'un seul coup, je suis désolée Thomas, mais vous allez avoir de la concurrence parce que très sincèrement, elle me fait penser à un petit crossover, un joli crossover bien dessiné, le côté un peu vintage. Non mais là, Dacia, vous allez prendre cher. Non, personne ne peut concurrencer Dacia. Oui, mais quand même, elle est, là, elle est, il y aura des versions, il y aura une version avec motricité renforcée pour aller un peu dans les chemins. Est-ce qu'il y aura un 4x4 un jour ? J'en sais rien. Allez, Arnaud. D'accord. Donc il y aura un 4x4. Laurence, quand Arnaud dit j'en sais rien, ça veut dire qu'il y aura une 4L. Non, mais par contre, sur le stand, il y a un concept qui s'appelle Flower Power, qui donne des signes de tout ça. D'accord. Elle est vraiment bien. À l'intérieur, vous avez sur le, parce que les gens peuvent nous rejoindre encore jusqu'à dimanche soir sur ce mondial, vous avez même découpé le capot devant pour qu'on comprenne tout ce qui se passait dans le moteur, pour qu'on ait une visibilité de cette motorisation. C'est la base technique de la R5. En fait, c'est une R5 avec une carrosserie un peu différente. Oui, elle est rallongée, c'est la même plateforme, c'est les mêmes moteurs. C'est donc des sensations dynamiques très proches. Hein. Pour ceux qui ont aimé la R5, vous allez adorer attention, la scoop. R4. Attention, elle est aussi silencieuse à rouler que la R5. Absolument, c'est un véhicule. Et aussi confortable. Absolument. Voilà. Bon, ça c'est de l'exclusif. Et fabriqué à Maubeuge. Absolument. Dans l'usine qui. J'aime bien, il dit absolument. Mais moi, je suis quelqu'un d'honnête. Vous me dites quelque chose de vrai, je vous dis absolument. Le prix. Le prix, c'est. Alors, on va commencer par l'inverse. On la verra quand en concession, cette voiture ? Voilà, c'est bien. Alors, faisons dans l'ordre. Donc, la première. Ensuite, commande 2020. Dans les concessions. D'accord. Et pour conclure, aux alentours de 30 000 euros ?
Par exemple. Non, mais on a une idée du prix. Non, mais c'est pas loin. Hein. Voilà. Pourquoi ça vous dérange de parler du prix? Pourquoi c'est... Parce qu'ils n'ont pas encore discuté. C'est pas que ça nous dérange, mais je sais pas. C'est comme si je vous demandais, c'est quoi la prochaine émission secrète sur laquelle vous travaillez? Vous n'allez pas franchement me répondre. Donc voilà. Non, mais ça marche dans les deux sens. Ouais, mais non, parce que nous on parle. Vous voyez, remarquez, c'est juste parce que nous on le sait toujours pas, mais. Oui, nous on le sait. Pour les commandes, donc printemps 2025. Oui, peut-être même un peu avant. Oui. D'accord, très bien. Ah ouais, trop bien. Ouais, peut-être janvier même. Aux alentours de 30 000 euros. On a compris. Ouais. On va passer à la suite. Oui, avec. On va parler un peu Dacia. Bah, merci. Oui. On va parler vite fait. Non. Attendez. Là. Non, on va parler un peu Twingo. On va partir en Arnaud, week-end quand tout même, de suite. avant de partir. Avec Thomas Dubruel, directeur commercial de Dacia France, qui est également avec nous. Et vous avez aussi le stand Dacia qui est présent. Également au succès identique à tous ceux du mondial et à celui de Renault. Oui, Arnaud l'a dit, c'est hyper surprenant de voir autant de monde. En fait, on se rend compte que les gens sont encore complètement passionnés par l'automobile, quoi. Hein. Donc chez Renault, chez Dacia, un monde fou depuis le début de la semaine. Et je dois dire qu'on est super content de ça, ouais. Et d'ailleurs, j'ai une question à vous poser à tous les deux, parce qu'on dit que la voiture va mal en France aujourd'hui. On dit que peut-être les constructeurs, c'est compliqué, qu'il y a des choses qui peuvent être même dangereuses. Est-ce que le public présent, évidemment, vous rassure là-dessus, mais est-ce que ce serait pour vous peut-être un nouveau départ commercial, ce mondial de l'auto ? En tout cas, il y a du monde qui vient voir. Donc ce qu'on peut se dire quand même, c'est que la voiture continue à passionner les gens parce que c'est un outil de liberté, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de monde qui visite le salon et ça, on peut en être que très content. Chez Renault et chez Dacia, en tout cas, il y a eu beaucoup de monde depuis le début de la semaine. Sourire parce que multiplier. Oui, on a les 4 derniers du marché. 100 000 voitures à 150 000 voitures. On est passé de 10% de part de marché à particulier au ménage à 15%. Donc c'est une très belle progression qu'on a faite. Et tout ça en s'appuyant finalement sur toujours la même promesse client, qui est une promesse client assez unique, ultra forte je pense, et qui est complètement dans l'air du temps aussi, qui est d'offrir à nos clients des voitures essentielles, où il y a tout ce qui est important. C'est plus low cost, c'est essentiel maintenant. Ouais, non mais c'est plus low cost. Parce que c'est plus vraiment low cost, parce que quand on prend par exemple le nouveau Duster, il a considérablement augmenté en tarif, il est bien mieux que l'ancien d'ailleurs. On en parlait off tout à l'heure avec, comment s'appelle-t-il, le directeur marketing monde de Renault, Arnaud Belloni peut-être, Arnaud Belloni. Qui disait Arnaud que c'est vrai que le Duster roulait avec, il n'a pas de concurrent aujourd'hui, mais une version hybride, ça coûte quand même 25 000 euros. Oui. Donc, on n'est plus dans les Dacia de départ où la publicité disait finalement pour 12 000 euros, on assume totalement ça. Hein. Voilà. On fait plus des voitures low cost. Voilà. D'ailleurs, nos clients achètent des voitures plutôt dans les trims élevés, quoi, hein, dans les E3. Hein, voilà, dans les. Donc, maintenant. Comme de une hybride SUV familiale à 26 600, vous pouvez aussi la chercher sur le marché. Donc ça reste quand même notre force. On fait des voitures essentielles, bien équipées, mais pas trop, sans et de plus en plus grosses, puisque là en plus après le Duster, vous avez le Bigster, qui est la nouveauté de ce mondial de l'auto. Alors pour ceux qui n'ont pas l'image, en fait vous avez pris un Duster et puis vous avez un peu tiré dessus. Il est plus grand, c'est un véhicule. Alors pas 7 places, vous allez nous dire pourquoi il n'y a pas 7 places, mais un 5 places avec un très grand coffre. Alors c'est la nouvelle aventure chez Dacia, c'est l'arrivée sur le segment C, c'est un truc, on est super heureux de faire ça. Et finalement, à chaque fois qu'on rentre sur un nouveau segment, une nouvelle catégorie, on le fait toujours avec la même philosophie dont je vous parlais tout à l'heure. Donc Bigster, c'est à nouveau une traduction parfaite de la promesse client qu'on fait à nos clients. On a fait une voiture essentielle. On allait voir beaucoup de clients du segment C pour les interroger. Alors le segment C pour le grand public, ça cause peut-être pas. Oui, alors j'ai précisé, c'est des voitures qui font 4,57 m. C'est les compacts. Voilà, c'est les compacts. Voilà, c'est des voitures un peu plus grandes que les Clio, Sandero, etc. Voilà, R5 est sur le segment B. C'est les citadines R5. Citadines, voilà. On est sur des voitures un peu plus grosses et c'est la première fois que Dacia va vers ce genre de voiture. Donc là, il a fallu qu'on fasse un travail important parce que les attentes des clients du segment de ce type de voiture, je veux dire comme ça, sont différentes. Donc on les a écoutées. On a mis dans la voiture, dans Bigster, ce qui était important pour eux, mais on n'a pas tout mis.
comme d'habitude, pour être sûr qu'on ait la voiture qui Ça soit démarre à le 25 000 meilleur. euros, c'est ça? C'est ça, 25 000 euros, au-dessous de 25 000 euros. Au-dessous de 25 000. Et en hybride, au-dessous de 30 000. Voilà, donc on aura une voiture qui sera hyper bien placée sur le marché. Et pourquoi pas cette place d'ailleurs? Alors, pas cette place pour une raison assez simple, hein, c'est qu'on a déjà une cette place dans la gamme qui s'appelle Jogger. Ouais. Voilà. Et quand vous analysez le marché, il y a 80% des gens qui achètent ce type de voiture en 5 places. Voilà. D'accord. Donc on s'est dit, Et c'est c'est pas la plus peine. cher évidemment de développer une voiture qui va être en 7 places. Oui, et puis vous cassez un peu d'habitabilité, etc. Donc Ouais. Dacia, Après, c'est pas c'est ça. un- Dacia, c'est de donner de la place et de la générosité. C'est qu'il y ait de l'habitabilité, je vais y arriver, et du confort dans la voiture. Ouais. La Spring, on peut en parler puisque Bien sûr. malheureusement vous avez sans doute perdu un peu de vente avec le fait qu'elle ait perdu aussi son bonus. Ouais. Alors cette année, c'est une année de transition hein, sur Spring. Hein. On a eu, vous savez, la fin du bonus l'année dernière. Donc on a eu énormément de commandes fin d'année dernière. On a livré toutes nos voitures qu'on avait début d'année hein, jusqu'au mois de mars. Et là, on l'a redémarré au mois de septembre en fait. Hein. Donc là, elle arrive tout juste dans les showrooms, la voiture. Et voilà, on commence à reprendre des commandes et ça va redémarrer sans bonus. Mais néanmoins, la voiture reste la voiture électrique la moins chère du marché. Comment vous vivez la volonté de Citroën de venir justement attaquer frontalement Dacia? Bah, c'est très bien. Voilà, on a besoin. Parce que vous Arnaud n'aviez pas, disait tout vous à l'heure, aviez on pas a- de concurrence jusqu'à présent. On a besoin de compétition, on a besoin de tout ça. Après, c'est très bien, c'est de l'émulation. Après, notre business model, c'est un truc qu'on travaille depuis longtemps. Ça passe par l'industrie, ça passe par l'ingénierie, ça passe par le business model commercial qu'on fait aussi. Hein, donc, pas de rabais sur les Dacia. Que vous alliez Ouais, c'est le vrai dans le prix, réseau, quoi. Le juste prix. vous allez dans le réseau ou sur Internet, vous allez trouver les Dacia au même prix, au même loyer. Hein, donc voilà, ça c'est un business model qui n'est pas si facile que ça à copier. Voilà, très bien. On va repasser du segment Oui. C au segment A avec Arnaud Belloni pour parler. Alors c'est un concept car qui est sur ce mondial, mais vu jusqu'à présent ce qui s'est passé chez Renault, c'est-à-dire quand il y a eu des concept cars, 3 ans après, 3-4 ans après, il y a les modèles de série qui sont arrivés. Là, une voiture qui parle à tout le monde parce qu'elle a été extrêmement vendue et puis c'était une vraie réussite dès le départ. C'est la Twingo. Ah Alors, oui. cette Twingo, est-ce que réellement aujourd'hui il y a une volonté de déboucher sur un modèle de série? Ah oui, oui, mais c'est officiel. Donc la Twingo va sortir en 2026. La nouvelle Twingo. La nouvelle Twingo va sortir en 2026. 100% électrique aussi. 100% électrique. Donc, pour rappeler au grand public, donc 3 tailles de voitures. La plus petite des 3, c'est Twingo. Donc plus petite qu'R5. Ensuite R5, un peu moins de 4 mètres. Et ensuite R4, un peu 4 mètres 14, donc un peu plus grande. Donc cette voiture arrive. Cette voiture arrive 2000. R 100% électrique. Arnaud. 100% électrique, pardon. Même plateforme mais réduite ou encore une nouvelle plateforme? Même plateforme. Même plateforme. Dernière question puisque on me dit qu'il faut qu'on renvoie la rendre l'antenne, réclame. mais moi je serais tenté de demander Alors vas-y. à Thomas pourquoi il n'y a pas de véhicule du segment A dans la gamme Dacia? Alors on peut dire que Spring Segment elle y A, est c'est presque, tout hein, petit. c'est moins de 4 mètres, donc on peut dire qu'elle est là finalement. Elle hein. est là, C'est une d'accord. petite citadine et en fait d'ailleurs c'est toute sa force. Hein. Elle est super agile, elle a un rayon de braquage incroyable, elle consomme très peu parce qu'elle est très peu lourde, moins d'une tonne, avec une toute petite batterie, très peu consommante en énergie. Voilà, c'est la force de Dernière question pour Arnaud, c'est Marc de Lyon qui nous pose cette question sur la page Facebook de Sud Radio, vous nous voyez en direct. Est-ce qu'il est prévu une version fourgonnette pour la 4L, pour les artisans, comme il existait à l'époque? En fait, on est en train de... C'est un peu tôt pour répondre. On est en train de reconcevoir tout un tas de nouveaux véhicules autour des véhicules utilitaires. Il y a un concept des staffettes d'ailleurs. Voilà, sur donc le merci, salon. je cherchais la transition. On a les staffettes qui est sur le salon qui va vraiment sortir, hein. C'est une réalité. Entreprise qui s'appelle développer ses répondu à sa question. On a plein de choses qui arrivent. Bon, ben voilà Marc, votre réponse entre autres. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. On vous souhaite un très très bon week-end hein, parce que ce mondial dure jusqu'à demain soir. Merci de nous avoir accueillis aussi bien. Arnaud,
À la prochaine. Merci. Donc Rétromobile. Hein. Ouais. Ça sera. On a déjà la magnifique R16. Puisque je connais un peu vos prochaines émissions mieux que vous. Donc Rétromobile. On parlera des tarifs de la 4L. Peut-être Munich avant en septembre et puis ensuite dans 2 ans, Paris dans 2 ans. Voilà. Puisque vous voilà. Mais c'est notre nouveau directeur d'antenne. Voilà. C'est notre nouveau producteur de l'émission On parle auto. Merci à vous deux. Merci à vous. Je vois que vous êtes bonne aise, profitez-en bien. On continue dans quelques instants après la pause. On reçoit Vincent Jeanbrun qui est député du Val-de-Marne et maire de La Île-et-Rose. Et on aura le plaisir de parler avec lui du périphérique puisque Monsieur Jeanbrun combat, enfin en tout cas émet l'idée, propose un projet de loi pour que le périphérique soit géré par l'Île-de-France et non plus simplement par la ville de Paris. A tout de suite. Doit-il devenir francilien? On en parle pour cette émission en direct du Mondial de l'Auto sur le stand Renault et on accueille tout de suite Vincent Jeanbrun qui est député du Val-de-Marne et maire de la ville de La Île-et-Rose. Bonjour Monsieur Jeanbrun. Bonjour. Alors pour la petite histoire, je ne sais pas si c'est encore vrai Vincent, nous on a eu l'occasion déjà de travailler un peu ensemble. Vous étiez le plus jeune maire de France? Des villes de plus de 30 000 habitants. Voilà, des villes de plus de 30 000 habitants. Plus jeunes que moi pour les villes de moins de 15 000. Et là, on va parler du périphérique. On va parler du périphérique. On va parler déjà de Paris, quand même, la ville qui a inventé l'automobile dans le monde, qui est aujourd'hui ouvertement anti-voiture. Il suffit de circuler dans Paris intramuros pour se rendre compte qu'on fait tout pour chasser la voiture de Paris. Ça ne pose pas de problème. Même plus accepterait du mal à accepter. Donc 80% par des gens qui ne sont pas parisiens, puisque les Parisiens n'ont pas de voiture, soit gérés par la ville de Paris. Ça, c'est un petit peu, ça me pose problème. Il y a 2 choses qui posent problème également, c'est qu'on nous vend le passage de 70 à 50 km/h comme une mesure écologique. Bon, c'est faux, puisque pour les voitures thermiques, le passage de 70 à 50 augmente la pollution et on nous dit oui mais ça va diminuer le bruit, on en a parlé il y a 15 jours, on gagne 1 décibel ce qui est pratiquement inaudible. En revanche, on pourrait baisser de 8 décibels le bruit si le revêtement était correct et comme on est sur le stand Renault, on va le dire, Renault a un système qui permet de mesurer le bruit des routes et le périphérique parisien est une vraie catastrophe puisque c'est entre 2 et 10 fois plus qu'une route normale, donc c'est une route très bruyante. Et pourquoi? Parce que Paris n'a pas les moyens d'entretenir correctement le périphérique. Quand on a 8 milliards de dettes, c'est vrai que c'est compliqué de mettre un peu d'argent dans l'entretien. Donc ça serait totalement logique que la gestion du périphérique, qui pour moi n'est pas parisien, redevienne sur l'Île-de-France. La prérogative de l'Île-de-France. Alors pourquoi ce combat pour vous, Vincent Jeanbrun? Là, quasiment tout a été dit. Au revoir, bon week-end. Non, après moi ce qui m'intéresse c'est est-ce que c'est réellement faisable? Est-ce que ce projet de loi il peut aboutir? J'aimerais qu'on parle de l'origine. Pour moi, je suis effectivement, vous l'avez dit, depuis 10 ans, j'étais maire de La Île-et-Rose, donc dans la petite couronne parisienne. Et évidemment, les franciliens, les habitants de nos communes, et encore plus la grande couronne, ont besoin aujourd'hui encore de leur voiture pour aller travailler, surtout les travailleurs qui démarrent très tôt le matin ou qui terminent tard le soir. Et pour eux, passer de 70 à 50 km/h, ça fait une différence. Vous prenez un taxi qui vous dit mais moi d'habitude je partais à 4h du mat, j'allais à Roissy, ça circulait impeccable, j'étais content, je perds 20 minutes par jour, c'est pas acceptable. Et moi ce qui m'a surtout le plus motivé à faire cette proposition de loi et à interpeller les concitoyens qui seraient d'accord avec moi pour signer une pétition qui s'appelle « Rendons le périphérique aux franciliens », eh bien c'est tout simplement cette espèce de déni de démocratie permanent. Vous le disiez tout à l'heure. Oui, parce que c'est unilatéral comme décision. Il n'y a pas eu d'étude d'impact réelle, il n'y a rien eu. Zéro étude d'impact. C'est très important que ceux qui nous écoutent le comprennent, c'est qu'en fait, on a Madame Hidalgo qui, par idéologie, a décidé qu'elle chasserait la voiture de Paris, y compris du périphérique, avec une intention très claire de mettre des petites fleurs, des pistes cyclables sur ce périphérique. Moi, j'ai rien contre les fleurs et les pistes cyclables, au contraire. Mais quand c'est un outil de travail, quand c'est un outil de vie, c'est un outil de mobilité, je pense que c'est de vie que personne. Et c'est européen. Européen. 1,2 million avec des connexions entre la ville de Paris et 22 communes tout autour. Donc on ne peut pas imaginer
que Madame Hidalgo décide seule de l'avenir de ce périphérique. Et c'est pour ça que j'ai fait une proposition de loi pour dire il faut rendre le périphérique aux Franciliens, c'est-à-dire à l'organisation des transports en Île-de-France, Île-de-France Mobilité, qui est présidée aujourd'hui par la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, qui a démontré sur un certain nombre de choses que quand une région était bien gérée, on arrivait à lancer des plans d'investissement considérables, à changer la flotte de métro, de transports en commun, etc. Donc vous avez une structure qui a de l'argent, qui pour moi très important représente les Franciliens, puisque vous y avez la région, la ville de Paris, il ne s'agit pas d'exclure Paris, la ville de Paris, les départements franciliens, les entreprises et les représentants des salariés. Parce que à aucun moment Madame Hidalgo n'a demandé son avis aux représentants des salariés, aux travailleurs ou aux entreprises. Donc on va peut-être expliquer que déjà, auparavant, le périphérique parisien n'était pas géré par la ville de Paris. C'est François Hollande qui a accordé cette prérogative à la municipalité. Pas forcément d'ailleurs, c'était pas forcément une bonne idée. Je vais même dire le contraire, c'est carrément une idée stupide. Je confirme. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, votre proposition de loi a des chances d'aboutir? Est-ce qu'on peut faire marche arrière sur ça? Contre l'avis évidemment de la mairie, parce que la mairie veut conserver la main. Déjà, ceux qui nous écoutent peuvent se dire que si on changeait de maire à Paris, peut-être qu'il serait plus facile de faire marche arrière, mais indépendamment de ça. La proposition de loi qui a vocation à être constructive et redonner la parole à tous ceux qui sont utilisateurs du périphérique, dit simplement. Évidemment que si elle aboutissait demain et que la gestion était transférée à Île-de-France Mobilité, alors oui, on pourrait concerter les Franciliens et changer l'utilisation du périphérique. Si demain tout le monde se met d'accord pour rester à 50 km/h, moi je considérais que la démocratie a parlé, mais je ne crois pas que ce soit le cas, je ne crois pas que ce soit l'ambition, et donc on a ce projet de refaire de la vraie démocratie et de repasser la parole. Ça c'est le premier point. Deuxième point, vous le disiez tout à l'heure en introduction, on veut faire de la vraie écologie, la vraie amélioration de la qualité de vie, et il faut pour ça changer le revêtement au sol du périphérique. C'est ça qui le rend particulièrement bruyant. Moi j'ai au-dessus de la commune de l'Île-et-Rose l'autoroute A6 qui passe au-dessus de notre ville. Les préoccupations de bruit liées au trafic routier, on les connaît bien. Et grâce à la région Île-de-France et à l'État, on avait investi 9 millions d'euros à l'époque pour faire 200 mètres d'enrobés phoniques. On a divisé par 3 les décibels ressentis. C'est considérable. Sur la commune. Wow. Sur la commune. Sur le passage. Ouais. Oui, chez nous, à Cachan, à côté. Mais ça veut dire considérablement améliorer la vie des riverains. Sauf que 9 millions d'euros, 200 mètres, pardon. Vous voyez bien que la ville de Paris aujourd'hui n'est pas en capacité de faire les 35 km du périph'. C'est pour ça qu'il faut redonner ça à des gens qui savent gérer. Et je voudrais vraiment élargir le sujet parce que nous, on est Sud Radio, donc on n'est pas que Paris. On parle du périphérique, mais donc ça peut valoir sur les rocades de Bordeaux, qui a une grosse autoroute qui arrive, sur Strasbourg, sur Lyon, Montpellier. Donc ce combat que vous menez, parce qu'on sait très bien que les mauvaises idées, elles se diffusent plus vite que les bonnes. Et ça peut arriver partout en France. On en est où aujourd'hui de votre pétition? Alors moi, je l'ai signée. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai pris contact avec vous. Toi, tu l'as signé aussi. On l'a diffusé sur nos réseaux sociaux. Vous en êtes où et quelles sont les possibilités de succès de votre démarche? À la base, c'est une proposition de loi, donc il faut qu'on ait la majorité à l'Assemblée nationale. Pour ça, il faut me donner de la force, parce que c'est vrai qu'il y a plein de collègues députés qui se rendent pas forcément compte au quotidien de ce que ça implique pour le périphérique, pour toutes les rocades que vous venez d'évoquer. Et donc, plus on sera nombreux à signer la pétition rendant le périphérique aux Franciliens, plus vous me donnerez de la force pour au Parlement aller voir tous mes collègues et leur dire, là, c'est pas un sujet de politique droite-gauche, c'est un sujet de vie quotidienne. Aidez-moi à changer la donne sur le périphérique en Île-de-France. Voilà, c'est ça qu'il faut. Enfin, nous, on l'a fait tout de suite. Nous, on pousse. Vous avez commencé déjà dans les députés On est plus d'une vingtaine de députés à signer. Ça va continuer parce que là, on a la séance la semaine prochaine. Donc moi, je vais vraiment aller voir tout le monde. Et surtout, j'y vais avec déjà beaucoup de force puisque en quelques jours, on a été 15 000 à signer la pétition. Donc grâce à vous, grâce à tous ceux qui ont signé et que je remercie, il faut qu'on continue le combat. Il est évident qu'une pétition qui est évidente assemblée pour aller. Une histoire km/h qui sont position de la mairie de Paris qui a été forcée en plus. On l'a entendu parler un jour, pim, limite un mois après, tout était fait. Donc c'est à se demander d'ailleurs. Il y avait eu deux enquêtes, deux sondages, on va le dire comme ça, même si c'était un peu plus biaisé. Et à chaque fois, à plus de 80%, les gens ont dit 90%, non, surtout pas, faites pas ça. Ouais. Parce que comme vous le dites, il n'y a pas eu d'étude d'impact. On a des villes en Italie qui ont petit à petit fait disparaître la voiture en cœur de ville. Mais après des années de travail et d'investissement considérables, ce qui fait que la voiture... il faut proposer des alternatives. Exactement. Vous savez où la garer. Il y a les transports en commun qui vont bien. Donc l'idée demain, c'est de chasser la voiture qui pollue.
mais pas la voiture qui ouais. reste l'outil de mobilité pour les personnes âgées, les familles avec jeunes enfants, avec les travailleurs. Regardez, vous êtes à côté du marché de mine de Rungis, les camions à 2h, 3h du matin qui se traînent à 50 km/h, tous les taxis, on a fait une étude, c'est incroyable. Et c'en est même dangereux parce que quand vous avez 4 voitures devant vous à 50, 4 voitures derrière vous à 50, que vous-même vous êtes 4 voitures à 50, pour sortir et entrer du périphérique, ce n'est pas pensé et c'est même dangereux. On doit forcer le passage pour sortir aujourd'hui. Vincent Jeanbrun, on rappelle le lieu où on peut trouver la pétition. Ça peut être sur mes réseaux sociaux ou sinon tout simplement vous tapez Rendons le périphérique aux Franciliens. Voilà, merci beaucoup d'être venu sur l'antenne de Sud Radio. Merci beaucoup, et puis on vous souhaite beaucoup de réussite parce que on attend que ça repasse à 70 km/h. Alors on est très en retard, donc on va lancer la pub, excusez-nous, on ne fait pas normalement en radio comme ça, et après on a monsieur Sylvain Desmours qui est là pour le collectif de l'éthanol en France. Pour une bonne nouvelle. Ouais. Allez, c'est parti la pub, ça va être très court mais on va tout faire rentrer. À tout de suite. Allez, avec le collectif, de l'éthanol avec nous. Bonjour. La collective du bioéthanol. La collective du bioéthanol, effectivement, qui rassemble à la fois l'amont agricole et les producteurs de bioéthanol français. Bon, alors une bonne nouvelle, elles sont quand même assez rares. Alors, je ne vais pas dire dans cette émission, il y a quand même des bonnes nouvelles dans cette émission, mais dans le milieu de l'automobile en ce moment, on parle plutôt de taxes, d'augmentation, etc. La bonne nouvelle, c'est que le tarif de l'éthanol est en train de baisser. Et oui, il a baissé fortement par rapport à l'année dernière et il est passé en dessous de 80 centimes à 79 centimes d'euros. Et perqué. Et pourquoi? C'était quoi la chanson? Non. Parce que c'est toi, parce que c'est moi. Il a baissé parce qu'il a deux composants, ce bioéthanol, ce super éthanol E85. Il a un composant éthanol dont le prix a été fixé à la baisse pour toute l'année et il a un deuxième composant qui est celui de l'essence et comme vous l'avez vu tous à la pompe, il a quand même pas mal baissé ces dernières semaines. Il y a vraiment un truc que je comprends pas parce que l'année dernière l'éthanol a fortement augmenté, on est d'accord. Cette année on nous a dit les récoltes vont être catastrophiques, bon la betterave, les rendements c'est catastrophique, le blé fourragé qui sert aussi à faire l'éthanol c'est pas bon non plus et malgré ça on a quand même un prix qui est en baisse. Faut m'expliquer. Oui, il faut l'expliquer parce que 2023 c'était encore les répercussions de la guerre en Ukraine. On avait les impacts des prix des énergies qui étaient encore très élevés, le gaz, etc. Tout ça a été effacé en 2024. On le voit d'ailleurs, l'inflation baisse. Donc l'éthanol en a bénéficié et l'automobiliste en bénéficie. Maintenant, pour ce qui est de ce qui va se passer, on ne voit pas de grands changements en fait. Un marché, c'est un marché. De façon stable en dessous de 80 centimes le litre. On restera, nous le pensons, en dessous de 80 centimes d'ici la fin de l'année et on pense que l'année prochaine s'annonce sur des niveaux qui sont très comparables. Donc toujours très intéressant pour les automobilistes. Alors le paradoxe, c'est que c'est un carburant qui est moins cher, plus écologique, français, et qu'il y a très peu de constructeurs qui proposent, voire pratiquement plus, à part Ford, qui proposent de véhicules flex-fuel d'origine. Plus Dacia, mais ce serait peut-être pas une mauvaise idée pour si les malus augmentent à un moment ou à un autre, c'est-à-dire si le seuil de déclenchement du malus est abaissé, ce qui ferait que des petites voitures seraient touchées par le malus, une petite voiture flex-fuel n'a pas de malus, et on est d'accord. Parce qu'on a un abattement sur les émissions de CO2. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a un véhicule flex d'origine, c'est le Ford Kuga FlexiFuel, qui est proposé. Et puis, il faudrait évidemment qu'il y ait d'autres véhicules, parce que ces véhicules bénéficient des 40% d'abattement sur le malus, donc les constructeurs auraient tout intérêt à passer à l'éthanol. Il y a évidemment une autre manière pour passer à l'éthanol, ce sont les boîtiers. Et d'ailleurs, juste excusez-moi messieurs, mais moi il y a quelque chose qui me titille l'esprit là. On parle d'éthanol, donc on parle de moteur thermique. Avec en 2035 la fin et l'interdiction de vendre des véhicules neufs thermiques, quel est l'avenir de l'éthanol dans ces cas-là? Jean-Luc a raison, c'est pas fait. Il y aura beaucoup de véhicules. Et on parle des véhicules neufs, hein. Attention, ça veut dire que le parc vieillit. Donc attends, j'ai bien dit neuf, mon ami Jean-Luc. Et dans les véhicules neufs, il y aura aussi des véhicules à moteur thermique qui utiliseront des carburants dits neutres en carbone. Voilà. C'est-à-dire notre super éthanol tel qu'il est fait aujourd'hui, dans lequel on va remplacer l'essence fossile par des essences renouvelables. Et ça, on a démontré que ça marchait. Parce qu'il faut vraiment rappeler que cette loi de 2035 n'annule pas tous les moteurs neufs
thermique. Il annule les plus polluants. Si jamais tu as à l'intérieur, et c'est vraiment c'est bien marqué, c'est en dessous neutre en carbone. Neutre en carbone. Tout à fait. Ce qu'il faut, c'est éviter d'avoir du CO2 qui sorte du pot d'échappement. Alors soit il y en a il pas. en sortira, mais là c'est du puits à la roue. Exactement. Éviter d'avoir des émissions de CO2. Il faut avoir du CO2, éviter d'avoir du CO2 fossile. Donc ce CO2 peut être renouvelable, c'est-à-dire qu'il a pris le CO2 dans l'air, il en a fait de l'énergie et il le ressort au moment de la combustion du biocarburant. Parce que tout le monde sait que les plantes absorbent le CO2 dans l'air. Alors vous avez des discussions avec les constructeurs et que Dacia que ce serait une bonne solution pour échapper au malus ou pas? On leur parle. Il y a l'argument du malus, effectivement, on leur parle à tous. Et puis aujourd'hui, pour un conducteur moyen, c'est 650 € d'économie par an. Donc évidemment, les constructeurs, ils sont sensibles également. Faire des économies à leurs clients, ça fait partie quand même aussi de leur vocation. Sylvain Demour était avec nous pour parler de l'éthanol avec la collective de l'éthanol. Nous avons l'info qui revient dans quelques secondes. Restez avec nous, Sylvain. De toute façon, on est en direct, donc l'émission, on peut en faire un peu ce qu'on veut. À tout de suite, juste après la pause, c'est le rappel de l'actualité sur Sud Radio. Nous sommes bien ici, effectivement, sur ce stand Renault qui ne désemplit pas, mais comme tous les autres stands sur ce mondial de l'auto qui est exceptionnel, on est évidemment avec notre programme d'ici la fin de cette heure qui sera essentiellement et qui sera uniquement. Oui, il y aura que. On a décidé de pneumatiques. Peut-être que cher puisqu'ils vont devenir moins gros. Voilà, on va expliquer eux, pourquoi. Ils ont de la chance, ils avec maigrissent. Dominique, ouais. On va parler avec Citroën des voitures moins chères, puisque la volonté de Citroën, on l'a dit tout à l'heure, c'est d'aller chasser sur les terres de Dacia, c'est donc de faire des voitures moins chères. Ça, c'est franchement une bonne nouvelle. On parlera du succès de ce salon, et puis on parlera aussi des perspectives d'évolution en matière de fiscalité. Et il y a une bonne nouvelle depuis hier, c'est qu'il semblerait que le gouvernement veuille revenir, que l'Assemblée veuille revenir sur l'augmentation du malus pour l'année prochaine. Et puis sur ce mondial de l'auto, il y a plusieurs animations, plusieurs expositions, dont une qui est absolument extraordinaire, qui s'appelle On n'arrête pas le progrès. Et on va recevoir un des plus grands journalistes historiens de l'histoire de l'automobile, c'est Mathieu Filonneau qui sera avec nous également. Allez, c'est parti, on va parler pneus, parce que je vous rappelle que c'est la seule émission de radio qui parle pneus sans laisser de traces. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Bon, elle était facile celle-ci. Dominique Stemfel, bonjour. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Président. On entend, il est très loin, Dominique. Ouais. C'est parce qu'il nous appelle de sa province. Non, mais pour une fois, il est avec nous en studio, Dominique. Il faut surtout bien. On va monter votre micro, mon syndicat. Et on va parler. Au moment de l'essai de la R5 où j'ai dit voilà, on a des pneus qui sont d'un diamètre important, 18 pouces, mais en revanche d'une largeur réduite, on est en 195 sur la R5 et je vous ai dit c'est sans doute une tendance qui va s'accélérer. Question de Laurence Perrault à ce moment-là, mais pourquoi ? Et j'ai dit, bon, on va garder le suspense. Voilà. Donc Dominique, pourquoi est-ce qu'on a des pneus moins larges sur ces voitures électriques et d'un diamètre quand même assez conséquent ? Alors d'une manière générale, sur les voitures électriques, on est obligé d'avoir des pneumatiques qui ont une large empreinte au sol pour passer un couple important. Et là, on a deux hypothèses. Soit on a des grosses voitures qui sont très larges, auquel cas on peut utiliser des pneumatiques qui sont très larges. Mais là, en l'occurrence, on est sur une citadine, une voiture avec laquelle il faut composer. Elle fait 1m75 de large, donc il faut monter des pneumatiques plus étroits. On ne peut pas monter de gros pneus. Et l'idée, c'est donc de conserver une grande empreinte au sol en agrandissant le diamètre du pneu. Et là, effectivement, on est sur un pneu de 18 pouces. Alors, ça se voit pas sur la voiture, mais il faut savoir qu'on peut comparer le pneu de la R5 E-Tech à un pneu de camionnette moyenne. C'est la même dimension. J'ai une question à poser aux deux spécialistes que j'ai à mes côtés, Jean-Luc Moreau, Jean-Luc M de Paris et Dominique S de Paris. Vous avez dit dans votre explication, comme ce sont des voitures électriques, il faut que ça réagisse mieux au couple. Et je me mets à la place de ceux qui n'en connaissent pas ou celles. Expliquez-nous exactement cette problématique de couple plus puissant, plus rapide sur l'électrique. On pourrait presque demander à Thierry Koskas, qui est on va l'appeler le patron de Citroën, parce que si on donne tous ces titres, ça va prendre toute l'émission, parce qu'il y a aussi des titres chez Stellantis. Mais
qui est un spécialiste de la voiture électrique. Ça fait combien d'années que vous avez mis les mains, j'allais dire, dans le cambouis, mais il n'y a pas de cambouis sur une voiture électrique. Mais depuis 2009, ça fait 15 ans. Ouais, ça fait 15 ans. Donc voiture électrique, Thierry, on a un couple instantané au démarrage. C'est ça la différence par rapport à un moteur thermique. Absolument. Contrairement à un moteur thermique où il faut monter dans les tours pour avoir le couple, là vous l'avez dès le démarrage et ça change tout. Et d'où l'explication du pneu qui change aussi. Absolument, donc c'est effectivement une tendance. Alors il y a déjà une tendance à l'agrandissement des pneus à travers la SUVisation du marché, et là en l'occurrence on y ajoute effectivement les contraintes des véhicules électriques, le poids et le couple. Il y avait déjà eu un précédent, BMW avait sorti, c'est la i3 qui avait des pneus qui étaient encore moins larges que... Alors effectivement BMW avait poussé le concept à son extrême, puisque c'était un pneu qui faisait 155 mm de large sur un diamètre de 20 pouces. Donc là on était sur des pneus qui avaient l'apparence de pneus de mobilette ou de moto. Pour comparer la R5 d'aujourd'hui par rapport à la R5 initiale en termes d'équipement pneumatique, on avait quoi à l'époque? Alors à l'époque on avait du 135/13 avec les pneus de la Mini et de la Fiat 500 à l'époque, c'était les plus petits pneus du marché. Donc c'était vraiment un petit pneu. Alors aujourd'hui on est comparativement, on a un pneu qui est énorme. Maintenant il faut aussi mettre en relation avec le poids. Oui, aujourd'hui on a une voiture qui fait quasiment 1,5 tonne et à l'époque elle faisait 730 kilos. Ouais, donc 2 fois plus. La super radio de l'époque. Je suis pas un délit. Vous l'avez connu? Mais moi, moi aussi je l'ai connu. Là on est sur quel type de pneu? Parce qu'on la voit d'ailleurs sur la page Facebook de Sud Radio R16. Alors là on est sur du 145/14, donc un pneu qui fait 145 mm de large. Une voiture équivalente sur ce segment aujourd'hui, c'est des pneus qui font au moins 225 mm de large. Bon, alors est-ce que le fameux pneu de la R5 là, qui est plus haut mais moins large, il coûte moins cher qu'un pneu large? Non, parce qu'en fait, on a une industrialisation du produit qui est identique, un poids en matière première qui est quasiment identique. Donc on est sur des prix qui sont relativement... Ça vaut combien un pneu comme ça aujourd'hui? Alors un pneu de R5 E-Tech, ça vaut environ 150 €. Et un pneu d'R5 de l'époque? Aujourd'hui, pour rééquiper une voiture en pneu collection, c'est environ 50 €. Ah oui, ça fait une sacrée augmentation. Ah mais après on peut plus vraiment comparer. Enfin on a changé d'époque. C'est que si on continuait de comparer les francs et les euros, il y a un moment. Non, puis il y a une part de design aussi, le fait d'avoir des grandes roues. On s'achemine vers Thierry, je me tourne vers vous. Les modèles qui sont dans le tuyau sans dévoiler ce que ça va être après, c'est quelque chose que vous prenez en compte déjà au niveau de l'aspect. Le fait d'avoir des grandes roues, c'est plus valorisant que d'avoir des roulettes. On aime bien les grandes roues. Alors il faut être raisonnable bien entendu, mais on aime bien les grandes roues parce que ça change tout du point de vue design. D'ailleurs vous voyez quand on montre des concept cars, on exagère aussi, parce qu'il y a toujours des roues, puis alors après dans la réalité ça devient un peu moins, mais globalement ça contribue quand même beaucoup au design. Alors après il y a des artifices pour, même si on a des roues un peu moins grandes, donner un effet quand même sympathique, mais c'est vrai que ça contribue beaucoup au design d'avoir des grandes roues. Bon, 18 pouces, ça devient un standard aujourd'hui. On parle de plus en plus de 20 pouces, y compris sur des voitures moyennes. Et sur des SUV, on est à 21, 22, voire 23 pouces. Quelle en sera d'ailleurs l'usure de ces pneus sur les voitures électriques qui seront plus... Alors, le couple a une influence sur l'usure des pneus. Le poids aussi. On considère qu'un pneu pour voiture électrique s'use environ 20% plus vite qu'un pneumatique sur une voiture thermique. Ouais. Donc ça a une conséquence aussi, c'est que ça diffuse plus de microparticules dans la nature, et ça c'est un des combats des manufacturiers qui cherchent aujourd'hui à améliorer la durabilité du pneu. Ça c'est une autre bonne nouvelle, Jean-Luc, à améliorer la longévité du pneu, tout simplement pour réduire les particules diffusées dans la nature. On n'a pas vu de pneus sans air sur ce salon. Pas encore. Non, alors le pneu sans air, c'est un concept qui est intéressant. Il est en test, ça marche bien en usage urbain aujourd'hui. Les voitures de la Poste de Lille, par exemple. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, sur la voiture de Monsieur Tout le Monde, le concept n'est pas suffisamment abouti, mais pourquoi tout simplement parce qu'il faut que on ait des performances qui soient comparables à celles d'un pneumatique avec de l'air, et on ne sait pas faire. Mais aujourd'hui,
Il y a un manufacturier qui est en pointe là-dessus, c'est Michelin. Mais d'autres manufacturiers travaillent sur le concept. Et là encore, comme on disait tout à l'heure, la compétition a du bon parce qu'elle fait progresser en fait la technologie des produits. On a parlé. Bon, la transition est toute faite. Merci Dominique. Juste après la pause publicitaire, j'ai pas dit réclame cette fois. On va parler compétition. La future bataille entre Dacia et Citroën. Merci beaucoup Dominique Stemfeld. On aura bien sûr le bonheur de vous retrouver prochainement dans On parle auto, la seule émission de radio qui vous parle de pneus. Oui, parce que c'est quand même un organe hyper important, surtout quand on parle voiture. Allez, à suivre notre invité, puisqu'on va parler de Citroën, et c'est notre invité, monsieur Thierry Koskas, qui est directeur général de la marque Citroën, qui sera avec nous sur Sud Radio. À tout de suite. Quelle chance de vous accompagner, d'être en votre compagnie, c'est qu'à de le dire, sur ce mondial de l'auto. Rendez-vous exceptionnel, dont d'ailleurs on fera un premier bilan à la fin de l'émission avec le directeur de ce mondial. Mais tout de suite, eh bien, c'est un autre directeur que l'on reçoit. Oui, on reçoit Thierry Koskas. Le Koskas, directeur général de Citroën et directeur des ventes et du marketing de Stellantis aussi. Bonjour Thierry. Bonjour à vous. Ah, c'est bien, vous êtes souriant, ça fait du bien. Toujours. Non, mais il est souriant parce que enfin Citroën a décidé de vendre des voitures pas chères. C'est vrai que si on prend la période avant Covid, on avait des voitures qui étaient relativement accessibles. Les prix ont beaucoup augmenté. On a eu le sentiment d'un coup qu'on n'allait plus pouvoir se payer de voitures neuves. Et vous avez décidé de corriger ça. Vous avez annoncé clairement, et chez Dacia, on a eu la réaction tout à l'heure, ils sont ravis. Vous avez décidé d'affronter Dacia de face. Alors cette politique, c'est pour repositionner Citroën qui, jusque ces dernières années, n'allait pas très bien. C'était un manque de positionnement clair. C'était quoi? Non, mais je pense qu'on a mis nos produits en ligne avec ce qu'est Citroën, qui est d'ailleurs une marque populaire. On a toujours été une marque populaire, c'est-à-dire une marque qui rend la mobilité accessible. On rentre dans un monde électrique. Aussi, exactement. Dans nos valeurs, d'ailleurs, on a l'audace et on propose des produits innovants. Mais dans un monde électrique, il faut qu'on soit capable de proposer des voitures électriques pas chères. Et ça n'existait pas jusqu'à présent. Quand vous regardez, la plupart des voitures électriques, c'était au moins 1 000 €. On arrive avec 1300 € et aujourd'hui 14 800 €. Donc on arrive en démocratisant, on va dire, la mobilité et la mobilité électrique. Il y a eu un peu de retard à l'allumage sur les départs de la nouvelle Citroën C3. C'était lié à quoi et est-ce que c'est résolu aujourd'hui? C'est complètement résolu puisqu'on a commencé les livraisons. Vous avez vu qu'au mois de septembre, on était la deuxième voiture électrique la plus vendue en France. On a voulu simplement qu'elle soit parfaite. C'est une nouvelle plateforme, donc c'est une nouvelle architecture, tout est nouveau. Donc la mise au point, on a voulu la faire de manière absolument parfaite et on a livré les voitures à partir du mois de septembre. Juste parce qu'on est sur le mondial et que vous êtes sur le hall 4, je vous ai vu toute la semaine, moi, quand j'allais faire mes petites conférences dans ce hall. Il y avait un monde pareil sur le stand Citroën, mais ça ne désemplissait pas, et particulièrement sur la IC3. En fait, pour nous, c'est la fête aujourd'hui Citroën, parce que d'abord, tout ce qui est sur le stand Citroën est nouveau. Un client qui n'a pas été récemment dans une concession Citroën, s'il vient sur le stand, il va reconnaître aucun des modèles, puisque tous les modèles sont nouveaux. Mais la IC3... Il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui sur pratiquement aucun des stands. Vous avez un équivalent, une vraie berline de 4 mètres, de 5 places en électrique à 23 300. N'oublions pas aussi une version thermique à partir de 14 900. Donc on a un produit qui est incroyable et c'est aussi un produit qui est très beau et très qualitatif. J'ai horreur qu'on parte, c'est pas du tout du low cost, c'est juste un produit qui est fantastique et qui est complètement dans son marché. Vous avez gardé les vraies valeurs de Citroën, parce qu'une voiture, c'est la plus confortable de son segment. Alors ça, moi, je peux le dire parce que j'ai essayé les deux versions, et la version thermique et la version électrique. Vous avez conservé les suspensions, les fameuses suspensions à double butée hydraulique progressive. C'est peut-être un peu technique, mais la signature de Citroën. En gros, ça permet une excellente tenue de route tout en ayant un moelleux, un vrai confort de roulement. Mais ça c'était. Vous avez décidé de garder ça, quoi. Mais le confort, c'était la priorité. C'est même pas la première fois les Citroën
butée hydraulique. C'est la première fois qu'on les voit sur le segment des petites voitures. Donc on a démocratisé ces équipements qui font le confort Citroën. Pour la première fois, on les voit aussi sur des voitures du segment B, c'est-à-dire des petites voitures citadines. Et donc on descend les équipements dans l'ensemble de la gamme. C'est une force de Citroën, le confort. Ouais, moi, vous savez, je me balade en IC4 tous les jours avec ma IC4. D'abord, je fais des grandes distances, même avec une voiture électrique. De l'ordre de l'autre jour, j'ai été à Lyon, ensuite j'ai été à Reims et ensuite je suis revenu à Paris. Ouais, vous avez rechargé quand même. Mais bien sûr. Ah bah oui. Mais on a la chance en France d'avoir un réseau de bornes de recharge sur autoroute qui est juste incroyable. C'est ce que je disais d'ailleurs quand le président de la République est venu sur le stand. Je lui ai dit, mais vous imaginez pas la chance qu'on a en France d'avoir ce réseau. Donc avec ma IC4, je fais des grandes distances et je le fais dans un niveau de confort incroyable. Alors moi je pense à tous ceux qui prennent pas l'autoroute, parce que Sud Radio, on est partout, on est aussi dans les campagnes où il n'y a pas d'autoroute, où il y a des gens qui n'ont pas les moyens de prendre l'autoroute. Ça s'est aussi bien développé partout. Enfin, il y a de plus en plus de stations. Voilà. Franchement, il y en a absolument partout. Vous avez sur toutes les Citroën une petite application qui vous permet, quand vous faites votre trajet, d'aller vous identifier sur toutes les bornes. Combien cool. Il y en a partout. Le mix électrique, c'est quoi? 50%. Incroyable. 50%. Non, mais vous avez bénéficié. Vous parlez français, aussi, s'il vous plaît, les garçons. C'est-à-dire par rapport, comme il y a une version thermique et une version électrique qui sont proposées, quelle est la proportion de vente? On vend la moitié des C3 qu'on vend aujourd'hui, c'est des voitures électriques. Alors au début, il y avait le leasing social, les 6 000 voitures. Oui, mais on a pris 50 000 commandes de C3, donc 25 000 électriques et 25 000 essence. Donc c'est énorme. Il y a, et là, les vendeurs me disaient, je les ai rencontrés hier, la demande pour la version électrique de C3, elle est juste incroyable. En fait, on a enlevé les barrières à l'achat d'une voiture électrique qui était principalement le prix. Aujourd'hui, on fait sauter cette barrière. Donc il y avait un plafond de verre en fait. Il y avait complètement un plafond de verre. Quand vous dites aujourd'hui 23 300 € et jusqu'à 14 800 quand vous avez les aides du gouvernement, ça fait complètement sauter cette barrière. D'accord. Sur le leasing social, vous avez livré 3500 voitures avant la fin du mois de septembre. Et celles qui vont être livrées après, parce que vous nous avez dit on a eu 6000 de commandés, c'est Citroën qui prend en charge l'aide gouvernementale que les clients n'auront pas? Jean-Luc, je m'y suis engagé. La marque, elle a une responsabilité vis-à-vis de ses clients. Le client, il y est pour rien si certaines voitures sont livrées après la date du 30 septembre. Donc je me suis engagé à absorber ce coût et à faire bénéficier aux clients des conditions qu'il avait dans le leasing électrique. Il y a des clients, vous savez, qui m'écrivent directement maintenant avec les réseaux sociaux, ils sont inquiets, etc. Ils me disent, est-ce que je vais bénéficier? Est-ce que je vais bénéficier? Et je leur réponds. Je leur dis, vous inquiétez pas, vous allez bénéficier des mêmes conditions. C'est un vrai succès, on peut pas dire le contraire, ce leasing social. Ah, ça a été un succès incroyable et j'étais content quand ça a démarré au mois de janvier. La IC3, elle était pas prête encore, elle était même pas homologuée. Elle était même pas homologuée. J'ai décidé d'ouvrir les commandes parce qu'il était hors de question que le réseau Citroën soit en dehors de ce truc. Et on est hors de. C'était la seule 4 euros. Et Citroën est directeur des ventes et du marketing de Stellantis, une petite marque chère à mon cœur aussi, j'embrasse mon Sylvain. Est-ce que sincèrement vous gagnez de l'argent avec ce leasing social ou est-ce que vous n'en perdez pas? J'ai posé la question différemment. Non, mais on ne vend pas de voitures à perte. Alors on a fait l'effort nécessaire parce que évidemment l'objectif c'était d'être extrêmement abordable pour le client. C'était le principe du leasing social. Donc voilà, on perd pas d'argent. Je dis pas qu'on gagne des millions, mais on perd pas d'argent. C'est le principal. D'accord. Vous présentez aussi sur votre stand la C4 restylée. Alors, ça reste. C'est une voiture qui est un peu plus consensuelle que la précédente génération en termes de style. Est-ce qu'elle va bénéficier du même réajustement de tarifs que la C3 et on va parler après d'un autre modèle qui va arriver aussi, qui va sans doute être le gros des ventes, puisque dans les C3, il n'y a pas que la berline, il y a aussi le crossover qui va arriver. Alors on va un peu réajuster les tarifs pour qu'elles soient aussi attractives, mais quand même c'est un restyling assez profond. Toute la partie avant et toute la partie arrière sont restylées. Elle est maintenant très lisse et très nette. On en est vraiment très fiers. Et surtout, je ne sais pas si vous savez,
savez, mais C4, c'est la deuxième berline la plus vendue de son segment. Moi, j'en avais une. Après, il faut dire, bon, je vais citer un concurrent, mais après la Volkswagen Golf, bon, alors quand même, une bonne référence, mais c'est la deuxième la plus vendue, quoi. Et personne ne le sait. En fait, c'est une berline qui plaît énormément parce qu'elle est hyper confortable. C'est un vrai bonheur de conduire une C4. Bon, enfin, un nouveau C3 Aircross. Ouais. Je dis enfin parce que c'est vrai que l'ancien commençait à dater un petit peu et puis il était moins bien que certains concurrents. Les points forts de cette voiture, c'est quoi ? Alors, les points forts, c'est en 4,40 m, vous avez 5 et 7 places. Donc ce qui est quand même incroyable, c'est le SUV le plus abordable de sa catégorie, puisque abordable de va démarrer thermique en vous avez hybride, donc c'est aussi un modèle qui reprend l'idée d'avoir des voitures plus abordables et avec un très grand niveau de confort. Ce qui est assez incroyable, c'est que cette voiture, on l'a pas montré encore, elle n'est pas dans les showrooms, on prend des tas de commandes, mais même au salon bien sûr, parce qu'au salon on la montre, mais même dans les showrooms, on a fait les portes ouvertes il y a 10 jours, et ben même dans les portes ouvertes, en fait on a pris 700 commandes je crois de ces 3 Aircross alors que personne ne l'a vu. Vous allez chasser clairement sur les terres du Duster là. Bah écoutez, il y a des concurrents parfaitement estimables. Moi je regarde pas forcément, je me compare pas par rapport à d'autres parce que Citroën est une marque qui a 100 ans d'histoire, c'est une marque qui a des valeurs très spécifiques, mais je pense qu'il y a une vraie demande des clients pour avoir enfin des voitures abordables. Et donc il y a ce créneau qui correspond complètement à la marque Citroën et c'est ce qu'on veut faire. Et toujours avec le confort. Vas-y, pardon. Et toujours avec le confort bien sûr. Elles sont faites où ? Alors les voitures C3 et C3 Aircross sont fabriquées en Europe. Donc dans l'usine qui fabriquait les C3 précédentes en Slovaquie. Et puis vous savez qu'on a des fabrications partout, on a des fabrications en Espagne et on a surtout C5 Aircross, notre vaisseau amiral, qui est fabriqué à Rennes, donc en Bretagne. Voilà, donc qui est fabriqué à Rennes. Et là il y a le concept du futur C5 Aircross. Et vous nous dites en fait ce concept, il sera très proche de la version de série. Il y aura peut-être des roues moins grandes. Non, mais on est à 95%. Ok, on a élargi les roues et puis on a mis une couleur que j'adore personnellement, le vert, mais qui sera difficile à reproduire dans l'usine de Rennes. Mais on aimerait bien, mais ce sera un peu compliqué parce qu'il y a plein de couches, etc. Mais elle est juste magnifique et elle est très proche de la réalité. Lors d'une émission précédente, tu nous avais montré des vidéos absolument sublimes. C'était la XM qui avait été relookée en concept car. Non, c'est la SM. La SM, pardon. La SM. Refaite. Voilà. Non, mais plus rien. Oui, mais le concept. Ça concept. Vraiment du rêve. Terre. Vous avez déjà défini la gamme, vous avez déjà une idée des tarifs, enfin même très vaguement. Bien sûr, alors ça sort milieu de l'année prochaine, donc c'est bientôt, c'est dans un an, dans moins d'un an. Donc cette voiture sort, elle sera, contrairement à la version aujourd'hui, également disponible en électrique, jusqu'à 680 km d'autonomie. Donc là, ça permet vraiment d'aller faire des grands déplacements. Et puis sur les tarifs, je ne vais pas vous les révéler aujourd'hui, parce que sinon ça ne va pas être possible, mais on aura des tarifs ajustés, toujours en ligne avec le positionnement de la marque comme une marque populaire. Et surtout, ce que vous ne voyez pas aujourd'hui, c'est l'intérieur de cette voiture qui est absolument sublime, un intérieur un peu de vaisseau spatial, mais on fait un peu de teasing et puis on vous le montrera plus tard. Les objectifs de vente à terme de Citroën, c'est de remonter la marque à quel niveau? Parce qu'il y avait eu des objectifs fixés il y a quelques années par Linda Jackson qui n'ont pas été atteints. Aujourd'hui, vous avez avec une gamme entièrement nouvelle. On n'a pas parlé de la Citroën Ami parce que c'est des volumes plus faibles, mais vous avez absolument tout renouvelé. En fait, ce qui est dingue, c'est que tout est nouveau sur le stand et l'objectif, je m'en suis déjà ouvert, c'est que je souhaite qu'on monte à 5% de part de marché en Europe, plus de 10% en France. On est aujourd'hui à peu près 4, donc il y a une marge de progression énorme avec les nouveaux modèles tels qu'on les a aujourd'hui. Alors on parle vrai sur Sud Radio, on a toujours parlé vrai. On entend aussi, enfin c'est pas que des bruits, mais a priori la filière automobile
automobile et les constructeurs, c'est compliqué en ce moment avec tout ce qui va arriver, la taxe café l'année prochaine, tout ce qui est en train de plomber le milieu, la filière automobile. Vous en êtes où, vous, Citroën? Sans langue de bois, on parle vrai sur Sud Radio? Non, on parle vrai, mais je dirais le Citroën, comme l'ensemble du groupe auquel on appartient, Stellantis, on a toujours été super clair sur le fait qu'il y a des règles édictées par l'Union européenne et on les respectera. Imaginez que l'année prochaine, ça veut dire qu'un quart des voitures vendues par Citroën vont être électriques. Et on va le faire. Et on va le faire. Je suis très content. Donc après peut-être que je le serai un peu moins sur d'autres modèles, mais au total de faire un quart de mes voitures en électrique, on est capable, absolument capable de le faire. Il n'y a pas de résistance. Si vous êtes capable de casser la barrière du prix, il n'y a pas de résistance à l'achat de voitures électriques. Vous serez à 100% sur la Citroën Ami, mais elle rentre pas dans les quotas. Hein. Oui, elle rentre pas malheureusement. Elle rentre pas parce que c'est un énorme succès, mais c'est dommage. C'est étonnant d'ailleurs. Bah, c'est un c'est la micro-voiture la plus vendue. Ah, on est leader. Juste devant l'IGA d'ailleurs. On est leader toutes énergies confondues. D'ailleurs, il y a aussi une grosse tendance qui arrive en ce moment sur les électriques, c'est ce qu'on va appeler, enfin ça vient du Japon, les K-Cars. Vous en développez une prochainement? Les petites voitures urbaines, c'est en dessous de la C3 alors? Je vais pas vous révéler nos idées. Mais pourquoi? Mais tout le monde les a, vous inquiétez pas. On n'est pas chez nous. Merci beaucoup Thierry Koskas, directeur général de la marque Citroën et directeur des ventes et de marketing de Stellantis. Merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve prochainement sur Sud Radio dans On Parle Auto. Avec plaisir. Et pas que. La porte est grande ouverte, donc vous venez et on parlera de toute cette nouvelle gamme parce que ça fait beaucoup d'actualité et vous allez être très très occupé en 2025. En fait. Absolument. Merci beaucoup en tout cas. On va continuer de parler de notre mondial de Mathieu Filon sur dans quelques marques de la PFA et qui va nous expliquer comment va la filière automobile en ce moment parce que lui il n'a pas de langue de bois. Et puis on terminera aussi bien sûr avec Serge Gachot pour faire un point sur le mondial de l'auto. À tout de suite. On plus parler auto et enlever le classique car même si on est en direct de ce mondial de l'auto sur le stand Renault. Parenthèse, dis-moi, Dame Lolo. Ça t'arrive rarement. Oui, exactement, parce que là, on a GS27 qui est un nouveau partenaire. Oui. Et il y a un truc sur le mondial de l'auto, vous ne verrez jamais une voiture avec des traces de doigts ou sales, etc., etc. C'est quoi le secret? On en parle la semaine prochaine. Eh ben voilà, comme ça, vous pourrez aussi avoir la belle voiture brillante chez vous dans votre garage. Mathieu Flonneau est notre invité pour la suite de ce rendez-vous. Avant de recevoir Marc Mortureux, qui est le directeur de la PFA, la plateforme automobile française, et Serge Gachot, directeur général du salon, et de vous souhaiter après un bon week-end. On reste ensemble. Mathieu Flonneau, c'est un historien que j'aime beaucoup. Moi, j'ai déjà lu plein de ses livres. C'est un amoureux de la voiture et c'est sans doute avec toi ou après toi ou avant toi historiquement le mec qui connaît le plus l'histoire de la voiture. Bon, alors ça y est. Moi je surkiffe Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour alors, Mathieu. Prends ton micro parce que là regardez derrière. Ça ira mieux. Bonjour à vous. Ça ira mieux. Mathieu, il y a une expo que moi j'ai trouvé très sympa qui s'appelle On n'arrête pas le progrès. Ceux qui s'intéressent à l'automobile ancienne sont scotchés dessus. J'en ai vu qui sont passés d'ailleurs 2-3 fois. En fait, ça dresse un panorama des voitures les plus emblématiques du 20e et 21e siècle, puisqu'on vient jusqu'à aujourd'hui. On vient de parler de la Citroën Ami, c'est la dernière qui est dans l'expo. Alors, il y a 19 voitures au total. La première, alors j'avoue, je suis pas un spécialiste, la Peugeot Type 3, quelle année c'est? Précisément, ça coïncide avec les débuts du mondial, enfin du salon. Et c'est une voiture de la fin du 19e siècle qui permet de poser en 1898 quelles étaient les avancées technologiques à l'époque. Premier salon de l'auto en 1898. Absolument, à Paris. On était aux Tuileries. 3 ans après, ça migre au Grand Palais. Ça va y rester 60 ans. Jusqu'à ce mondial qui s'installe à partir de 1961, porte de Versailles. Et le salon dont Serge Gachot, ici présent, a désormais la responsabilité, y est établi depuis 61. Avec la présentation à chaque fois de modèles mythiques, avec une bisannualité qui est décidée au milieu des années 70, en 76, et puis le changement de nom qui intervient en 96, qui devient mondial. Et puis une édition dans 2 ans, parce que ça, Serge ne le sait pas encore, mais Renault a dit on sera là, quoi qu'il
qu'il arrive. Et donc il y aura, une pérennité du mondial de l'automobile, ça c'est bien. Donc dans les modèles exposés, alors on a vu la Peugeot Type 3, on comprend que c'est les tout débuts du salon de l'auto. Ensuite la Ford E-T, qui a été pendant très longtemps le véhicule le plus produit au monde, qui a lancé la production en grande série des voitures, la production à la chaîne. Le très grand intérêt de la Ford E-T qui est ici présente, très emblématique effectivement de cette période des débuts aux États-Unis, parce qu'il y a un relais de croissance qui est pris à chaque modèle exposé, il y a un enjeu géostratégique, géopolitique derrière. Ce que la Ford E-T nous explique, c'est aussi que la société démocratique américaine se saisit de l'objet automobile pour en quelque sorte pérenniser le rêve américain de conquête de l'Ouest, de conquête de l'espace, conquête aussi individuelle de liberté que les Américains chérissent. Et naturellement, lorsque la Ford E-T est lancée, vous avez là un modèle standardisé. Le T, certains disent que c'est Taylor avec cette modélisation des pièces, fabrication en très grande série. Et donc près de 30 millions de Ford T produites jusqu'à la Ford A qui va la remplacer au début des années, à la fin des années 1920. Mathieu, vous allez me dire si c'est vrai. Moi, j'ai lu quelque part, je sais plus où, que Henry Ford avait réclamé aux sous-traitants que les pièces soient livrées dans des caisses avec des dimensions normalisées, simplement parce qu'il récupérait les planches des caisses pour faire le plancher des voitures. Est-ce que c'est vrai, pas vrai? C'est une légende? Ce point-là, je ne sais pas, je verrai, mais ce qui est certain, c'est que la rationalisation était à tous les étages, était dans tous les moments du management, et Ford était très vigilant à cela. Pour compléter, Jean-Luc, il y a un catalogue qui présente tous ces modèles qui est disponible sur l'exposition. Oui, parce qu'on ne va pas avoir le temps de passer tous en revue. Il y a la 2 chevaux, il y a la Citroën DS, il y a la Jeep 41, il y a la traction, il y a aussi la Mini de 59, il y a la Renault 5 de 72, puisqu'on est sur le stand Renault, on peut leur donner un petit coup de chapeau. Enfin, il n'y a pas que cette Renault, il y a aussi la Renault Espace. Ce qui est très important, c'est que la SIA, la Société des ingénieurs de l'automobile, et puis Frédéric Charon, qui a été le maître d'œuvre de l'exposition, a visé à faire un aller-retour entre ce qui est intéressant dans le passé aussi au niveau de l'innovation à chaque modèle, et chaque modèle, il y a une Mercedes qui présente l'ABS, il y a la première Prius de Toyota hybride. Chaque modèle est emblématique d'un tournant. Alors ça c'est marrant parce que la Prius, quand elle est sortie en 97, tout le monde disait voilà, c'est du greenwashing, ça marchera jamais. Combien j'ai entendu de constructeurs qui ont dénigré cette voiture en disant je comprends pas pourquoi Toyota fait ça. Aujourd'hui c'est 40% des ventes, les voitures hybrides. Donc on voit que la solution... Oui, c'est le premier constructeur mondial. La solution elle était pérenne. Bon, la voiture elle est moche, et je crois que j'ai été le premier en France à rouler avec une Prius, puisque j'avais essayé pour Turbo à l'époque un modèle qui arrivait du Japon, donc avec la conduite à droite et tout écrit en japonais, donc c'était pas évident, mais dès les Taxines, s'ils ne sont pas trompés, ils l'ont massivement... Il y a la fiabilité en plus. Absolument. Alors il y a aussi, c'est marrant parce qu'il n'y a pas que de la vieille bagnole, la Dacia Logan aussi a été choisie. Et pourquoi ça? Même chose, c'est-à-dire que c'est un tournant dans le low-cost automobile, comme on disait. Aujourd'hui, plus personne, on est à 2 pas du stand, je le vois d'ailleurs derrière la foule ce matin, plus personne ne dirait que c'est low-cost. C'est une autre offre automobile qui permet d'élargir et de gagner des classes moyennes qui, par ailleurs, et on le sait bien aujourd'hui, il y a beaucoup de tensions autour de la mobilité, il y a beaucoup de tensions autour des coûts, et bien permettent à des usagers lambda d'accéder à des voitures qui ne sont pas des sous-voitures. Et ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant parce que ce sont des voitures, on n'ose plus même les appeler bas de gamme. Le Bigster n'a rien d'un bas de gamme. On est dans des voitures simples que recherchent les gens, plus abordables. Évidemment que le tournant électrique aujourd'hui, qui est une question essentielle. La Logan a incarné cela. En tout cas, c'est une exposition. La Tesla S. Oui, c'est aussi un virage. À l'autre extrémé du spectre. Et ça permet, cette exposition, si vous permettez, de recentrer aussi ce qu'est l'automobile. Et il est très important qu'elle soit à Paris. Et le fait que le salon puisse avoir une pérennité est très important. Et je signale qu'il y a effectivement, merci Laurence, alors c'est pas télévisé, je pense. Non, c'est radio achat, mais regardez, il y a quand même les caméras. Et donc le Parisien a consacré un numéro spécial auquel j'ai contribué à cet âge d'or de l'automobile à Paris. Mais il faut bien comprendre qu'il y a un amalgame entre le passé, le présent et le futur. Et l'exposition, dernier mot, mais l'exposition des 19 véhicules historiques qui n'arrêtent pas le progrès est juste contiguë
de l'exposition sur la fabrique de l'électrique. Et là, il y a des enjeux qui sont évidemment très importants sur l'emploi en France aujourd'hui et cet intérêt. 6,90 €, vous pouvez payer en plusieurs personnalités. Non, mais il est très très beau ce numéro spécial du Parisien. Merci beaucoup. Merci Mathieu pour la transition sur les enjeux. Voilà, les enjeux de la filière automobile, on va en parler avec Marc Mortureux qui est le directeur de la PFA. Et puis évidemment les enjeux de ce mondial. J'espère qu'il va pouvoir nous dire plein de choses. Moi je vais avoir des chiffres aujourd'hui avec Serge Gachot qui a un sourire jusqu'aux oreilles. Ça en dit long, ouais. Parce que quand même franchement ce mondial est une vraie réussite. Allez, on va savoir plus avec lui. On va faire un mini bilan la veille de sa fermeture. À tout de suite. Sud Radio. Où nous sommes actuellement jusqu'à midi, vous le savez. Alors c'est vrai qu'il s'est passé tellement de choses que je m'excuse auprès de tous ceux qui ont réagi sur la page Facebook de Sud Radio. Je n'ai pas pu prendre vos réactions tout le temps, mais parce qu'on a vraiment des invités, puis on est sur une actualité extrêmement forte. Et on va conclure d'ailleurs avec cette actualité. On va parler du mondial, l'ami Jean-Luc, avec Serge Gachot, qui est le directeur du mondial, qui va nous faire un bilan. Et puis on a aussi Marc Mortureux de la PFA, qui est à nos côtés, qui est le directeur, pour faire un état des lieux de la filière automobile aujourd'hui. On ne va pas se cacher les choses, hein, même si Sud Radio est la radio qui aime l'auto, contrairement à certaines radios nationales que je ne citerai pas. Nous, on aime la bagnole. Ouais. On a entendu que le président aussi aimait la bagnole. Maintenant, à lui de nous prouver que c'est vrai. C'est vrai que le marché... On va pas se le sans doute qui ont plafonné à 2 200 000 véhicules, c'est à peu près ça. On sera cette année, Marc, aux alentours de 1 700 000 au maximum, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc un marché qui va mal, il faut dire les choses. Marc. Pour la 5e année de suite, on est à des niveaux historiquement bas, effectivement, du marché. Et globalement, en 5 ans, on aura vendu l'équivalent de 4 ans avant le Covid. Alors juste pour préciser les choses, c'est que le mondial de l'auto est organisé évidemment par Hopscotch, mais aussi par la PFA. C'est une collaboration des deux. Un mot pour situer la PFA pour le grand public qui ne connaît pas spécialement cette plateforme de l'automobile. Alors la PFA, c'est l'équipe de France en fait de l'automobile, de l'industrie automobile, c'est-à-dire c'est à la fois les constructeurs, c'est l'ensemble des équipementiers, les grands équipementiers qu'on connaît, mais aussi à peu près 3500 petites entreprises, petites et moyennes entreprises qui contribuent à la composition d'une voiture. C'est plusieurs milliers de pièces et donc on a dans les territoires énormément d'entreprises. Les équipementiers, voilà. Bon alors, c'est important pour la France. L'automobile, ça représente quoi? 1 million d'emplois, peut-être un peu moins maintenant, c'est ça? Oui, alors c'est à peu près 350 000 côté industriel, plus de 500 000 côté service. Donc effectivement, quasiment 1 million d'emplois au niveau de l'ensemble de la filière en France. 12 millions en Europe. Et 12 millions en Europe, absolument. On a compris que ça allait pas bien et malgré ça, on continue à tirer sur l'ambulance. C'est-à-dire il était prévu, on va en parler parce que ça semble avoir été amendé hier soir, d'augmenter drastiquement les malus sur les voitures en abaissant le seuil de déclenchement du malus, qui fait que même pour des petites voitures 80% des véhicules neufs vendus à partir de 2025 auraient été malusés, ce qui est complètement dingue, parce que certaines voitures malusées étaient bonusées il y a encore 2-3 ans. Absolument. Alors effectivement, on est une filière qui très résolument s'est engagé dans la transition. On n'a pas le choix. On va vers l'électrique. On le voit bien sur ce mondial, le nombre de nouveaux modèles, d'ailleurs petit à petit de plus en plus abordables. Et on n'a pas le choix. Un véhicule électrique, c'est quand même presque 4 fois moins d'émissions de CO2 au global en France. Parce qu'aussi on a de l'électricité décarbonée. Donc on y va. On y va. On est au rendez-vous. On est capable de fabriquer les véhicules dont on a besoin. On nous a donné une trajectoire extrêmement exigeante au niveau de l'Europe. Et une des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'on a quand même un coup de frein sur les ventes de véhicules électriques en Europe cette année, qui rend l'objectif à atteindre en 2025 très difficile. Ce coup de frein, il est lié essentiellement à l'arrêt de toutes les aides à l'achat qu'on a en Allemagne. En France, on a eu un resserrement de ce dispositif. Oui, parce que les bonus ont été supprimés pour les voitures fabriquées en particulier en Chine. Voilà. Et là où on est très inquiet, c'est si au travers, disons, du projet de budget pour l'année prochaine, finalement on restreint, voire on supprime complètement les bonus, on sait que mécaniquement ça conduit à une baisse des ventes de véhicules électriques. Est-ce que ça veut dire que la filière automobile, tout confondu, constructeurs, équipementiers, toutes les petites sociétés, tout le monde est en danger aujourd'hui? Alors on se bat.
vous voyez d'ailleurs tout ce qu'on fait, et donc on n'est pas pessimiste. Les chefs d'entreprise, ils sont là pour effectivement se battre, pour relever les défis. On a connu différentes époques qui étaient difficiles. Aujourd'hui, effectivement, ce qui est compliqué pour beaucoup de nos entreprises, c'est que, on le disait au début, il n'y a pas les volumes. Or, beaucoup d'entreprises vivent au travers des volumes. C'est une industrie de volume, l'automobile. L'électrique a très bien progressé, mais en ce moment n'est pas complètement au rendez-vous. Et tant qu'un véhicule électrique est plus cher qu'un véhicule thermique, on sait qu'on a besoin d'aide à l'achat. Et effectivement, on nous tape dessus. À la fois, effectivement, sur les malus. Non mais les malus, va pénaliser. C'est du délire. On serait passé l'année prochaine si c'est maintenu. Alors ça semble vouloir être amendé, mais on passait un malus maximum de 70 000 euros. C'est-à-dire plus cher que le prix du véhicule pratiquement. Voilà, nous on a toujours été sur malus tel vrai et on fait l'environnement, mais on n'est plus du tout là-dedans. Quand on a 80% des véhicules thermiques qui peuvent être malusés, pour nous c'est un impôt déguisé, en fait, dans la pratique, pour remplir les caisses de l'État. Et dans l'état dans lequel se trouve aujourd'hui la filière, qui est encore une fois engagée dans cette démarche de façon très résolue, je pense qu'on est honnêtement l'industrie qui est la plus engagée concrètement dans cette transition. C'est ça qui on a toujours dit, et on a toujours dit que nous on était prêts à y aller, mais on avait besoin d'être aidés. C'est effectivement les aides à l'achat, mais c'est aussi les infrastructures de recharge. Et ça, c'est valable pas seulement au niveau de la France, mais aussi au niveau de l'Europe. On voit bien que l'Allemagne, c'est très difficile aussi. Et beaucoup de nos fournisseurs travaillent pour les Allemands également. Donc c'est un peu l'ensemble de l'Europe sur lequel nous, on appelle à une véritable politique industrielle. On appelle à ce qu'il y ait vraiment un dispositif beaucoup plus harmonisé sur les aides à l'achat, et puis des soutiens à l'innovation. Le mondial, on a voulu justement le mettre beaucoup sous l'angle de l'innovation avec, on en a parlé, on n'arrête pas le progrès, la fabrique de l'électrique, on met en avant l'énorme travail qui est fait. On a besoin non seulement aujourd'hui de rattraper, je dirais, un peu le retard par rapport aux Chinois, qui ont 15 ans d'avance là-dedans, mais on a aussi besoin de se différencier, parce que dans la durée, on aura une industrie forte. Ce qui Jean-Luc et moi, conscient se bat et va quand même mal, et qu'on on était les premiers. Non, mais on voit que les gens aiment l'automobile. Bien sûr. Alors, on a fait un sondage, effectivement. De toute façon, il y a un attachement, plus de 80% affirment un attachement très fort. Et quand on voit ce qui se passe, c'est formidable. Il y a que les bobos parisiens sur la bagnole. Désolé, là, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Je voudrais qu'on parle de non, mais lui, il a le sourire. Oui, Serge Gachot, directeur du Mondial de l'auto. Alors, les chiffres. Non, non, mais c'est pas encore le bilan. L'objectif de 500 000, il sera atteint ou pas dimanche? Normalement, oui. Oui. On peut le dire. Donc, alors, c'est moi qui vais le dire parce que vous pouvez pas le dire, mais ça veut dire que ça sera en fréquentation journalière le plus important salon français. Devant, parce qu'on a 630 000 au salon de l'agriculture, mais il y a plus de jours. Sur 10 jours. Rapporté au nombre de jours ouvrés, le salon de l'auto est celui qui attire le plus de monde. Encore une fois. Vous avez le droit d'être fier. N'hésitons pas à le dire. N'hésitons pas à le dire. Alors là, aujourd'hui, il suffit de regarder autour de nous. C'est le métro aux heures de pointe. Avec beaucoup de jeunes, c'est ça. Mais avec beaucoup plus de sourires que dans le métro. Beaucoup de sourires, parce qu'il n'y a pas de jeunes, de femmes aussi. C'est important de le préciser. Alors, du coup, on est ouvert jusqu'à 22h30 ce soir. Ça, c'est 22h, mais on n'est pas, on est flexible un petit peu sur le. Donc, victime du succès. Ce soir, et puis demain aussi, jusqu'à 18h. Donc, si les auditeurs peuvent décaler un petit peu vers la fin de journée aujourd'hui, s'ils peuvent. Question, parce que moi, depuis mardi que je suis là, parce que je travaillais sur le salon et j'ai adoré ça, et je reviens dans 2 ans, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il y a des marques qui vont regretter de ne pas être présentes et qui vont venir vous taper à la porte pendant 2 ans. Oui, alors non seulement ça, c'est fou parce que il y a des marques qui sont venues étudier elles-mêmes avec leurs agences, et puis aussi pour la première fois, j'ai fait juste une édition auparavant, celle de 2022, mais il y a des exposants qui nous demandent déjà de préempter des emplacements pour dans 2 ans. Donc ça, c'est quand même un très très bon signe. Ça, c'est bien. On a eu tout à l'heure, donc on avait Arnaud Belloni qui a dit dans 2 ans on est là. Et on demande 2 jours de plus. Voilà. Et on 2 week-ends. Oui, entièrement raison. 2 week-ends. Oui, on s'est battu pour déjà
déjà cette fois. C'était compliqué parce que là, il y avait les JO paralympiques, puis nous, et juste avant nous, Batimat, qui était avant à Villepinte, c'est un salon B2B. Malheureusement pour nous, ils souhaitent venir ici et voilà. Et Serge, malheureusement, on arrive très vite à la fin. Quels sont pour vous les points forts de votre mondial de l'auto 2024 ? Non, mais je dirais, on avait annoncé. À part les gens, à part le public. Non, mais on avait annoncé. À part vous, non, mais si je commence par vous, on avait annoncé. Non, mais moi j'aime bien arriver. J'annonce pas des targets, des objectifs très élevés, inatteignables. Donc on avait dit 5000 journalistes, nous les avons eus. Là, on a annoncé 500 000 visiteurs. Je pense qu'on y sera. Plus autour de 4 millions de visiteurs uniques via notre plateforme digitale. Et moi, ce qui est le plus important, moi je suis centré sur les exposants. Donc si eux sont satisfaits, c'est un cercle très vertueux. Et ils auront envie de revenir, ils auront vraiment la pêche pour que ça soit très vivant sur leur stand. Ils arrivent avec des produits magnifiques, on ressent beaucoup de passion et de joie dans les produits. Et ils auront envie d'être là l'année prochaine et faire encore plus la fête. Nous, on prend notre part dans l'organisation. L'année prochaine, on revient tous les ans. L'édition prochaine. Voilà. Non, mais il faut qu'on réfléchisse aussi à ce qu'on peut faire les années. Parce qu'en 1976, on est passé de annuel à bisannuel. Voilà. Oui, c'est pour ça que c'est 90 éditions et 126 ans. Oui. C'est ça. Bon, on sent que les exposants sont très satisfaits. Bon. Moi, je les challenge, je leur demande. Nous, on peut apprendre en écoutant les critiques et tout le monde, il n'y a pas de... Alors, on a notre responsable week-end qui est là sur Sud Radio. On va lui demander un week-end complet sur le mondial de l'auto pour l'année prochaine, avec Anne-Lise également qui est là. Et Patrick, si tu nous entends, on va faire des émissions. Merci à vous, en tout cas, d'avoir toujours supporté. À Sud Radio, vous pouvez compter sur nous. Hein. Oui, la radio qui aime l'auto. Et la radio qui aime Lolo. Pardon, c'est pas. On vous remercie très rapidement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Serge, ça a été un peu rapide, Marc mais Mautureux et Serge Gachot. Marc, vous allez continuer à vous battre pour qu'on n'ait pas le malus. Il faut y aller, Monsieur Moreau. On va être très attentif. Il faut y aller, Monsieur Marc Mautureux. Il faut y aller, Monsieur Moreau. On vous souhaite tous un bon week-end. Merci à toute l'équipe et désolé Marie pour avoir cassé ta pendule pour le retour de l'info de midi. Sud Radio, on parle auto. En direct du stand Renault au Mondial de l'Auto. Sud Radio.